donc j'ai monté ce projet pendant plus d'1 an, avec un gros budget marketing, 1 500 000 € à dépenser en 6 mois. Spot de pub télé avec l'image de Bernard Tapie, t'imagines, c'est incroyable. Moi j'étais le petit gars timide, j'étais envoyé à Belleville dans Paris, vendre des broches de kebab à des Grecs, je me faisais refouler 20 fois par jour. J'avais à cette époque-là 17-18 ans et je dirigeais déjà presque 30 personnes sur ce forum avec des rôles bien particuliers, et dont des adultes qui étaient beaucoup plus vieux que moi. Il ne faut pas oublier que 8 achats sur 10 sont effectués en boutique physique. Et donc j'ai pas honte de dire que de pure player, je passais à retailer. On a fait beaucoup de phoning et ça on l'a fait pendant les premiers 8 ans de la boîte. On répondait, nous 5, au téléphone. Et quand il y a eu les crises des subprimes, j'ai perdu les 3 contrats en très peu de temps. Première erreur entrepreneuriale, sans client backup. Et là, je commence à shooter 500 000, 1 million de mails, etc. pour rien. 0 vente. Bon, salut Greg, merci beaucoup d'être passé sur Caen. Merci Jackie de me recevoir surtout. Ouais, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir parce que ça fait un moment que voilà qu'on discute. Tu as passé la journée ici à Caen. Ouais, c'était bien cool. Ça m'a vraiment fait plaisir de te connaître un peu plus, de discuter un peu de ton parcours. Maintenant, on va un peu le présenter à tout le monde parce que tu as quand même un parcours assez incroyable. Ouais, atypique. C'est ça. Et est-ce que tu peux d'abord te présenter un peu ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as accompli, ce que tu accomplis tous les jours au quotidien. Et ensuite, on va parler un peu de ton parcours, d'où tu démarres. Voilà, écoute, avec plaisir. Je suis Grégory Perrin, je suis cofondateur de la bijouterie en ligne Okara. Donc c'est une bijouterie en ligne qui existe depuis 15 ans maintenant. On s'est créé en 2010. On fait à date 20 millions de chiffre d'affaires. On a un trafic mensuel de 550 000 visiteurs uniques par mois. Et on a, pour les e-commerçants qui nous écoutent, 30 000 références produits. Ça correspond à 120 SKU, c'est-à-dire des références uniques. On en a 120 000, mais on a 30 000 fiches produits sur le site. Ok, c'est énorme. Ouais, alors, et ça a toujours été notre volonté d'avoir un catalogue très gros pour exister face à nos concurrents. Ok. On va en parler peut-être un peu plus en détail après. Ouais, avec plaisir. Parle-moi un peu de ton parcours, d'où tu viens, parce que pour arriver, alors c'est beau, déjà bravo. Merci. Pour le chemin, enfin en tout cas pour le résultat que tu as eu. Alors du coup, d'où tu viens, raconte-nous un peu ton histoire. Et ensuite on parlera de ta dernière entreprise qui reste ta boutique en ligne. Ouais, écoute, alors je sais pas si on peut se dire je suis prédestiné ou pas à devenir entrepreneur. Je sais pas si on peut se poser cette question. Je pense pas. Je pense qu'il y en a qui naissent pour être entrepreneur, il y en a qui le deviennent et moi c'est mon cas. Un parcours un petit peu atypique parce que je suis pas un très très bon élève. Voilà, j'ai fait du privé, j'ai fait du public, j'ai été souvent viré de l'un pour aller dans l'autre. Heureusement, j'avais quand même une maman qui me lâchait pas les fesses et donc elle m'a quand même appuyé un petit peu à droite à gauche pour que je rentre à chaque fois dans des nouvelles écoles et que je quitte pas le scolaire très vite, mais je l'ai quand même abandonné à la 3e. J'ai eu mon brevet des collèges et très vite je suis parti dans une voie professionnelle pour faire un CAP, BEP d'optique lunetterie. Donc à la base, je suis pas du web, je suis opticien. Donc j'ai d'ailleurs fait tous mes samedis voilà, chez les opticiens, chez Grotte Optical pour pas les citer, où voilà, je charbonnais tous les samedis, les vacances aussi pour me faire un petit peu d'argent. Toujours été très geek par contre. Et puis pendant cette voie en optique, quand je suis arrivé la première année de ce BEP, j'étais vraiment parmi les plus mauvais élèves. Et on dit que souvent la vie tient à une rencontre. Et donc j'ai rencontré une personne qui a été ma petite copine de l'époque et qui, elle, était plutôt la bonne élève à faire ses fiches de lecture. Et comme on était ensemble, et elle m'a finalement forcé, tu vois, à devenir meilleur, en me faisant des fiches, en révisant avec elle. Et à ses côtés, je suis passé du premier trimestre de la première année avant-dernier ou avant-avant-dernier et à devenir parmi les 5 premiers de la classe. C'est incroyable. Parce qu'on dit souvent, tu sais, dans l'entrepreneuriat, en termes de mindset, on dit oui, vous êtes les 5 meilleures personnes qui vous entourent, vous êtes la moyenne des 5 meilleures personnes qui vous entourent. Et là, pour le coup, tu as quand même un bon exemple. Parce que ce que tu n'as pas dit, c'est tu as quand même eu ton brevet, etc. Mais de base, tu es quand même dyslexique. Ouais, dyslexique et dysorthographique, donc suivi par orthophoniste, neurologue, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent dyslexique et en fait, c'est une maladie neuronale à la base. Donc moi, j'ai du mal à retenir, j'inverse les lettres, bien entendu. J'ai une lecture qui n'est pas courante, c'est-à-dire que en fait, quand toi tu le lis en l'envers, moi je le lis une fois, elle est à l'envers dans mon cerveau et mon cerveau retravaille l'image pour qu'elle soit à l'endroit. Donc ça demande, la lecture par exemple me demande beaucoup de concentration. Et c'est pour ça que j'étais pas forcément bien suivi, je pense, et que j'ai pris la voie d'être le clown en classe. C'était beaucoup plus sympa, faisait rire les copains et tout ça. Mais effectivement, tu as raison, la rencontre de cette personne m'a complètement changé. J'ai pris goût.
finalement enfin j'ai vu ce plaisir d'être parmi les meilleurs. Ouais, en fait, en gros, de faire des efforts et d'avoir un Et d'être résultat, récompensé pour tu ça. vois? Ouais, Ouais. OK. Sauf que bien que la vie soit belle avec, tous les rêves américains et tout ça, tu ne deviens pas, d'un seul coup, enfin une fois que tu as fait un BEP, tu es quand même, enclavé dans un circuit qui t'offre pas des opportunités incroyables. Et donc moi j'ai regardé quelles étaient mes faiblesses, et quand j'étais en optique, j'étais très bon, pour faire tout ce qui était le travail du verre, à l'atelier, en fait, et moins bon sur ce qui était la prise de parole, le commercial qui est le vendeur, en optique. Et donc bah, je suis allé en faire un bac, professionnel force de vente. Donc là, c'était une expérience de la vie, hein, parce que, moi, j'étais le petit gars timide, j'étais envoyé à Belleville dans Paris, OK. vendre des broches, de kebab à des Grecs, je me faisais refouler, 20 fois par jour, et cetera. Mais c'était très formateur parce que maintenant enfin, ça m'a permis de plus du tout avoir peur de parler. Mmh. Donc j'ai gagné un petit peu sur ce truc-là et j'ai continué à être parmi les meilleurs. Alors oui, le bac pro, c'est pas incroyable comme niveau, il faut Mmh. bien se le dire. Donc bon, j'étais les meilleurs, mais c'est quand même, Tu venais de loin. je revenais de loin. Et la plus grosse marche, enfin l'une des plus grosses marches, parce qu'il y en a une autre après, c'est, bah, je te l'ai dit, hein, j'ai toujours été, très geek, 1er ordi à 14 ans, enfin celui de mon père, à 14 ans, sur Windows 3.11 à l'époque. Ça ne rajeunit pas, ouais, ça date. Et voilà, j'organisais des LAN, je jouais à Counter Strike déjà à l'époque, enfin voilà, je baignais dans ce milieu, StarCraft un peu, pas du tout? pas du tout, Pas non, du coup de tout, team ouais. Counter Strike quoi, OK. plutôt bourrin. Ouais, ouais. J'avais la salle de réseau pour faire ça, mais Mais plutôt, bien sûr, voilà, les LAN, ouais, j'en ai fait un paquet de LAN à Angoulême et tout ça, bref. Et donc je me suis dit: «Bah, j'ai envie de laisser tomber l'optique et me remettre dans cette passion qui est l'informatique, quoi». OK. Et donc j'ai fait un BTS informatique de gestion avec option génie télécom. Donc là, c'était la voie traditionnelle de l'informatique de gestion, mais je prenais la voie, administrateur réseau. En fait, Ça, c'était vers quelle année? Ça, ou quel âge à peu près? ça, je devais avoir, 20 ans, 20 ans, ouais, OK, ouais, OK. 20 ans, et il me fallait une alternance. Mmh. Et donc j'avais décroché chez Gros Bill Micro un poste d'administrateur réseau. Et j'arrive chez Gros Bill qui était l'un des leaders de la vente de matériel informatique, pure player. Et quand j'arrive, le gars me dit: «Bah, la personne que vous devez remplacer, en fait, elle part pas». D'accord. Et là, je lui dis: «Ouais, mais moi, j'ai une alternance. Si j'ai pas d'entreprise, j'ai Oui, mon école me garde ouais, pas, ouais, quoi, ouais. tout simplement. Mmh. Elle voudra pas de moi puisque c'est l'entreprise qui paye les études, quoi, Mmh, finalement». mmh, mmh, mmh. Et le mec me dit: «Bah, on a un poste de vendeur en magasin». Et bon, et comme les choses s'alignent, comme j'avais fait vendeur avant, Mmh. j'enchaîne, je connais bien le matos, je me fais très vite une cible, enfin une petite clientèle, qui m'aime bien, et en 6 mois, je sors 2 fois la longueur des tickets des vendeurs, je sors, 2 fois plus. Très bon vendeur. Et là, l'un des patrons, Philippe, qui chapeautait le magasin, regarde les tickets à chaque fois et il dit: «Ah ouais, quand même, quand même». Et là, il a une idée qui lui traverse l'esprit qui était, pour l'époque, assez, saugrenue. Il me dit: «Mais tu vends bien en magasin, Mmh. tu es un geekos, est-ce que tu vendrais pas bien en ligne?» Mmh. Et je lui dis: «Bah, moi, je peux essayer, je peux voir ce que c'est et tout ça». Et donc il me prend du magasin et il me met un jour, je commence par un jour, 2 jours, 3 jours, puis 4 jours, puis une semaine, assistant webmaster. Donc tu avais, Thomas qui était le développeur à l'époque, et puis moi, qui commençais à créer des fiches produits, parce que le premier réflexe que j'avais, c'était de dire: «Bah, attendez, sur le site, vous avez, 1 000 références, en magasin, on en a 3 000, forcément, il y a un manque à gagner, quoi». Et donc créer les Mmh. fiches, faire les premières newsletters à l'époque, et ça va en faire rager certains, mais sous Paint, Ah oui, je oui. passais je passais, 6-7 heures à faire une newsletter, peut-être une journée sous Paint, tu vois? Ouais. Jusqu'à ce que je découvre Photoshop après, qui était quand même bien plus pratique. Mais je Alors du coup, connaissais pas. c'était en quelle année ça à peu près, Bah, ça devait être 2000-2002, tu vois? Un truc OK, comme ça. donc il y a une vingtaine d'années, quoi. Ouais, c'est ça, et donc je fais les fiches et tout ça, et en parallèle, je fais mon BTS que j'ai, Mmh. pas sans difficulté, mais voilà. Et puis après, ben, d'assistant webmaster, je suis passé web marketer, donc on commençait à Mmh. voir Mmh. arriver cette notion de web Mmh. marketing, où là, j'ai eu un service de 5 personnes, pour faire, toute l'animation commerciale sur le site, les bannières, tout ça. J'avais, Donc là, continué. tu gérais le pôle déjà, à ce Ouais, moment-là? ouais, OK. sous le webmaster. Oui, Ce bien qui était sûr. assez Oui, dingue, oui, oui, oui. il y avait quasiment pas de marketing. Il y avait un mec, David, qui achetait les publicités dans les magazines. Parce qu'à l'époque, Gros Bill, le chiffre d'affaires venait des comparateurs de prix, papier, Ouais. tu vois? C'était cette Ouais, époque-là, c'est il y avait marrant. très peu les Ouais. comparateurs en ligne. C'était des gros bouquins que tu achetais, Mmh. PCHA, pour pas le citer, et tu avais, carte graphique temps,
chez Gros Bilton, LDLC, Matériel.net, Montgalais, tu Ouais. vois? Tu te C'est pas rappelles? Grosville qui avait un magasin aussi vers Montgallet, ils avaient pas ça à un moment Non, ça donné? c'était Surcouf ça. C'est Surcouf. Ouais, Ah, le grand Surcouf, magasin, ouais, c'est le Surcouf, magasin, mais c'était oui. fou ça. Ouais, c'était Non, nous, c'était incroyable. boulevard de l'Hôpital, dans le OK. 13e, puis à Thiers après. Et puis arrive la fin de mon alternance et ils me disent, «Et ben, let's go, on continue, l'aventure». Et moi, j'avais commencé à me dire: «Bah, le réseau, j'aimais bien». J'avais à l'époque un site qui s'appelait admin-réseau.com. J'étais grand pote avec Jean-François Filou de l'époque, qui était pas connu encore, hein, avec CCM. On s'échangeait des tutos, on mettait en ligne nos CCM, c'est comment ça marche? comment ça marche, Je précise exactement. parce que tout le monde ne sait pas. C'est vrai, CCM, c'est l'habitude de dire ça, qui est devenu un monstre, hein, contrairement à mon site de réseau. Ouais. Ça l'est Hem toujours et aujourd'hui. ça l'est Ça toujours, ça un ça gros rend monstre, ouais. toujours bien, oui. Ouais, ouais, clairement. Et ça m'intéressait toujours le réseau, donc je me suis dit: «Bah, je vais continuer mes études» et je vais faire un DEST au CNAM. Mmh. Donc le CNAM, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'école le soir, et les week-ends. Donc l'élève dyslexique, dysorthographique, mauvais élève, j'ai quand même fini motivé pour aller faire après le boulot des Mmh. cours parfois jusqu'à 23h, OK. les samedis, sacrifier les samedis, le dimanche, pour avoir c'est l'équivalent d'un bac+4 en génie télécom. Et là, je me suis rendu compte que vraiment il y avait une différence. L'histoire peut être écrite 50 fois, mais quand tu suis une voie générale, que tu fais prépa, tu es préparé à rentrer au CNAM. Alors que quand tu as fait un BTS en alternance, un bac pro et un BEP, la Mmh. différence de niveau avec Mmh. les autres était très, très rude. Donc j'ai même pris des UV en plus pour, si j'avais des mauvaises notes dans certaines matières, pouvoir, compenser. Compenser. Ouais. Et j'ai vu vraiment la différence, notamment en algèbre, en Mmh mh. tu vois? Parce que le réseau, c'est vraiment, Oui, oui. mathématique. Oui, oui. Et là, j'ai vraiment pris une claque. Et j'ai continué chez Mmh. Grosbill, après on a dissous le service web marketing pour faire des espèces de duos entre acheteur, donc celui qui commande les pièces, et web marketeur qui lui, est tout de suite au courant de ce qu'il a acheté, donc pouvoir faire des actions commerciales et cetera. Mmh. Donc Mmh. on a réparti un peu, chaque membre de mon équipe, auprès d'acheteurs, et moi je suis devenu acheteur qui était le plus haut poste dans la boîte, puisque au-dessus de moi, c'était un des patrons de la boîte Mmh. qu'on ne pouvait pas remplacer. Donc je suis parti de vendeur en magasin, qui est le poste le plus en bas de l'échelle, à, acheteur, qui était le poste le plus haut. En combien de temps? En 5 ans. 5 ans, d'accord. Et quand toi, tu es arrivé chez Grosbill, donc dans les années 2000, Ouais. ils étaient déjà gros parce que enfin, dans le sens où ils avaient déjà un site web, e-commerce. Ouais. Ils étaient Le site était pas très fat, mmh. et parce que c'était vraiment la boutique qui pesait. Mmh. C'était ce réflexe, hein, OK. d'acheter, le magazine et d'aller dans la D'accord, boutique, tu OK. vois? Ils étaient combien à l'époque, quand tu es arrivé, tu sais? Tu te rappelles ou pas? Je pense qu'on était 50. OK. Parce que tu vois, pour moi, Grosbill, c'est enfin, je suis arrivé plutôt dans les années, 2000, 2005, 2006, 2007, sur le web. Pour moi, c'est plus la boutique en ligne que j'ai connue, Ouais. plus tard. Ouais, ouais, c'était d'abord un beau magasin, hein, OK. à côté d'Austerlitz, ouais. Mmh mh. OK. Et puis après, ça s'est développé en ligne, Mmh. jusqu'à le succès qu'on a connu, parce que Mmh. maintenant c'est un peu moins, bankable, mais ça a été une des grosses machines avec, Pixmania, LDLC, Mattel.net, et Cdiscount aussi, bien sûr. Et après, j'ai quitté cet univers parce que, j'avais envie de voler par mes propres ailes. Mmh. Ça faisait 5 ans, j'avais fait le tour, j'avais commencé en bas, j'avais fini en haut, Mmh mh. je ne pouvais plus progresser. Enfin, tu peux toujours progresser, prendre d'autres gammes et cetera, Oui. mais je faisais en plus la gamme qui me plaisait, Mmh. c'est-à-dire qu'on m'avait confié la gamme, périphérique et réseau, donc en plus je vendais le matériel réseau Mmh. en ligne. Mais voilà, j'avais ce désir de voler par mes propres ailes. J'ai un frère et une sœur, et ma mère n'était pas du tout entrepreneur, et pourtant elle a fait, 3 enfants qui sont entrepreneurs. Donc on doit avoir ça, cette petite fibre quand même, que j'ai su recultiver par la suite, et j'ai monté une première boîte qui s'appelait 3 mégas. Alors, Heu, j'ai une question, ouais, justement. Alors toi, tu es le en termes de tu dis que tu as des frères et sœurs, mais tu es où situé où? je suis le plus jeune, mais je les ai rarement connus parce qu'en fait, c'était des grands d'un premier mariage, OK. Il et en fait, ils étaient y déjà avait pas dans déjà le foyer. il y a un décalage, Ouais, il y a 20 ans quasiment d'écart, donc c'est, incroyable, OK. ouais, ouais. Et toi, alors du coup, qu'est-ce que tu dirais, au niveau de ta qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour être, entrepreneur, de savoir que c'est possible, en fait, de l'être? Du coup, tu as vu tes frères et sœurs peut-être? Non, je pense pas que ça soit ça. Mmh. Alors je pense que ça vient de ma jeunesse, c'est un problème avec l'autorité, je pense, déjà. Oui, C'est de me dire, d'être libre, quoi, ouais, pouvoir faire voilà, ses choix. de faire mes propres choix, Mmh et mh. surtout, quand je voyais des choix qui étaient faits Mmh. et qui me semblaient complètement débiles, OK. ça me mettait hors de moi.
Donc toi, tu n'avais pas eu de déclic comme en fait, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent: «Je ne peux pas entreprendre, il faut que j'ai du capital», tu sais, des idées un peu préconçues, des plafonds de verre que chacun se met et notamment quand tu viens d'une famille qui n'a eu aucun entrepreneur ou tu as pas d'amis entrepreneurs, tu te dis: «Bah, c'est pas possible». Ouais. Tu penses même pas à le faire, en fait. Ouais. Donc Alors moi, ça n'a jamais été un problème. Même plus jeune, j'avais une, on en parlait en off, je peux pas m'étaler sur le sujet, mais j'avais un forum, un peu Warez, voilà, on rentrera pas dans le détail et j'avais à cette époque-là, 17-18 ans et je dirigeais déjà presque 30 personnes sur ce forum avec des OK. rôles bien particuliers OK. et dont des adultes qui étaient beaucoup Oui, plus oui. vieux que moi. Donc j'ai toujours eu ce côté, managérial, Ouais. envie de créer quelque chose, envie de je l'ai toujours eu. Ouais, c'est une sous forme entre guillemets «sous forme d'assaut», tu vois? Dans le sens où tu as quand même des quand on parle de modo, c'est beaucoup de bénévolat et c'est Exactement, pas rémunéré, mais ça reste beaucoup de travail. des C'est comme une passionnés. guilde dans un jeu vidéo, tu vois? World of Warcraft ou d'autres jeux vidéo. Tu as, des gens à gérer, tu as de la RH, c'est pas facile, des absences à gérer, tu Ouais, as ouais, beaucoup de ouais. choses à gérer et finalement, c'est un peu le début de Mais l'entrepreneuriat bien sûr, parce que et je rachetais pas, mais je fusionnais avec d'autres boards ouais. qui prenaient mon nom. Ah! Alors si tu as des geeks dans ceux qui te suivent et ça s'appelait Le Sanctuaire à l'époque, qui s'est OK. transformé en TDZ. Ça remonte à un temps, voilà, immuable et donc je manageais déjà cette partie-là et donc je pense que Tu j'avais as fait de la ça en croissance moi. externe, tu vois? Croissance externe, Dans le exactement. jargon Rachat entrepreneurial. d'autres boards, intégrer les modérateurs dans les miens, ouais, Incroyable, je faisais déjà incroyable ça, et donc ouais. tu avais 17-18 ans, tu as démarré ce truc-là. Ouais. C'est d'accord, ouais, c'est incroyable parce que c'est quand même le début de l'entrepreneuriat. Peut-être que tu faisais autre chose encore avant, mais c'est tes premiers pas pour moi, enfin, c'est vraiment tes premiers pas dans l'entrepreneuriat, quoi. Ouais, ouais, clairement, c'était, ça m'a beaucoup plu et puis, du coup, fin de Gros Bill, je collaborais avec beaucoup de marques, high-tech, qui où c'était le tout début de Facebook et de Twitter, donc de l'époque qu'on 2006-2007, quoi, dans appelait ces eaux-là, ouais. le web 2.0. Tu OK. vois? C'est l'époque, Oui, oui, oui. l'avènement des blogs Oui, surtout, hein, des oui. vrais blogs, tels qu'on essaie à l'époque, de passionnés, avec des événements, le Web 2 Connect par Jean-François Ruiz et compagnie. Hem Et je me dis: «Il y a les agences de presse traditionnelles et en fait, pour aller voir les influenceurs, ces nouveaux médias, eh beh, il y a personne» et moi, je les suivais beaucoup. Je connaissais très bien les marques, avec lesquelles j'allais collaborer dans le futur et donc j'ai monté une première boîte qui s'appelait 3 mégas, qui était, voilà, où j'aidais, en gros, les marques high-tech à rayonner sur les nouveaux médias. Donc j'avais comme client Intel, Nvidia, j'avais Plantronics, la marque de son, j'avais, Netgear pour le réseau et OK. en fait, je récupérais les communiqués de presse, et moi je faisais des deals avec, par exemple Anne Fan du Journal du Geek qui est devenu un ami avec le temps, Alexandre Laurent qui était chez Clubic à l'époque, mais d'autres, Fubiz et compagnie, j'allais les voir, je faisais de l'influence, un petit peu avant l'heure quoi, finalement. Mmh mh. Et puis j'ai migré un petit peu aussi dans l'achat d'espace chez les e-commerçants à revendre aux marques. Donc j'avais inventé un espèce de concept, c'est que je faisais du shop in shop. Donc j'allais voir, Cdiscount, Pixmania et cetera et je dealais avec eux des onglets Mmh. éphémères et ils me mettaient une iframe Ah et ouais. moi j'hébergeais du contenu pour, notamment pour Intel et Nvidia, que l'e-commerçant appelait et je récupérais de l'autre côté les flux, pour quel coût et monsieur prix, donc les flux RSS que je scrapais à l'époque. C'était, tu vois, on parlait de scrapping, peu Oui, savaient le oui. faire, donc j'avais un super dev, Rémi, qui m'aidait et comme ça me permettait de récupérer les stocks, les prix, la dispo Mmh. et d'avoir dans une iframe du contenu comme si c'était le contenu du site, mais qui était chez moi et donc je pouvais mettre à jour Mmh. ce contenu, mettre en avant Intel, faire des configurateurs et que les gens pouvaient mettre ajouter au panier et que ça marchait. Ouais, cool. Donc Mmh. c'était assez propre et là, crise des subprimes, première erreur entrepreneuriale, comme j'avais Intel, Nvidia, tu vois? C'est des gros noms, Mmh. je me la suis un peu racontée et je prenais pas de petits clients parce Mmh. que alors en vrai, je pouvais pas parce qu'Intel, c'était déjà 60-70 de mon temps Mmh. et parce que je m'étais dit, voilà, je travaille qu'avec des grosses marques et j'ai négligé plein de petits clients Mmh. qui venaient me voir et quand il y a eu les crises des subprimes, et bah, les premiers qu'on sautait, c'était les marques américaines qui exerçaient en France, donc Intel en l'occurrence, Plantronics, Nvidia. J'ai perdu les 3 contrats en très peu de temps, et donc je me suis retrouvé, tu vois, 1re, erreur entrepreneuriale, sans client backup, les petits clients que je retournais voir, ils m'avaient dit: «Non, mais tu nous as envoyés chier, on va pas travailler avec toi». Donc voilà, c'est comme ça que j'ai presque planté ma 1re boîte et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé chez Partouche
parce que voilà, j'avais un ami qui travaillait chez Partouche, il voyait ce que je faisais, notamment les shop in shop, et il m'avait dit: «Bah, voilà, nous, on va préparer l'ouverture du jeu en ligne. Est-ce que, ça te chauffe de venir?» Et puis voilà, j'ai commencé par 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, et on a monté tout un projet autour de l'ouverture du jeu en ligne en France. Ils ont pas eu l'agrément, donc finalement, j'ai bossé quasiment 1 an, pour eux en indépendant pour rien. Mais par contre, on avait monté un projet qui était incroyable. J'avais fait bosser un ancien SEO qui a disparu de la sphère, qui s'appelait Romain Casolari, qui avait fait toute la partie, strat SEO. Mmh. Et puis voilà, on avait préparé la partie affil, on avait fait faire des assets à Malte, enfin voilà, un gros boulot. Et bon, ça, c'est pas fini. Et après, de fil en aiguille, par réseautage, un jour, il y a le fils d'un homme politique qui m'appelle Mmh. et qui me dit: «Bah, voilà, est-ce que j'ai un projet en tête, est-ce que ça te dit de nous rejoindre à un café pour qu'on en discute?» Et j'arrive à un café, là, je vois Laurent et Bernard Tapie, assis en face de moi, et qui commencent à m'expliquer, voilà, qu'ils veulent lancer, bernardtapie.com, donc un espèce une plateforme un peu en mix entre, affiliation, vente privée et Groupon. Voilà. OK. Donc Laurent qui est, très, très smart, chez les tapis, avait repéré, chaque foyer de dépenses, des Français, Mmh. et pour chaque foyer de dépenses, il voulait, trouver une offre qui était, négociée en gros et portée par le nom de Bernard Tapie, et en faire la promotion sur son site. Donc il y avait par exemple une offre de téléphonie, il y avait bien sûr la vente privée en direct, rachat de Ouais, c'est des deals, quoi. crédit. Ouais, ouais, c'est des Voilà, deals, c'était du deal avant l'heure, quoi. négocié, Après Groupon, ça marchait bien déjà, hein, dans les ouais, années ouais, avant les ouais, années ouais, 2010, ça c'était marchait déjà pile très, très poil, bien. Groupon existait. Là, Mmh. c'était différent parce que c'était pas plein d'indépendants qui venaient sur une plateforme mettre, à disposition. Oui, oui. C'était Bernard, enfin C'est l'aura de l'offre. Oui, Bernard oui, qui avait fait une ouais, offre ouais. négociée. Il y avait du pneu avec Allo Pneus, Mmh mh. voilà, il y avait, est-ce qu'il y a eu l'électricité? Non, il y a pas eu, mais il y a eu du rachat d'or avec Godot, enfin bref, il y a eu tout un panel de trucs, et donc j'ai monté ce projet, OK. pendant plus d'1 an. Avec un gros budget marketing, hein, et plus de 1 500 000 € à dépenser en 6 mois. Spot de pub télé avec l'image de Bernard Tapie, tu imagines, c'est incroyable. Mmh. Je pense que je revivrai jamais quelque chose comme ça, parce que Bernard Tapie, tu l'aimes pas, tu vas suivre ce qu'il fait. Mmh Ça mh. veut dire qu'il y a quasiment 100 % d'audience, tu Mmh. vois? Et donc, à l'époque, on avait dimensionné, je me rappelle, avec la boîte qui s'en occupait, c'était Kernix, on avait dimensionné 8 serveurs, Ah oui. Typhon et Kernix, on avait 8 serveurs, et tout avait planté, pas longtemps, mais Ouais, ouais, ça ouais. avait planté tellement la masse. C'était 8 inscriptions secondes. Je sais pas si tu te rends compte, C'est énorme. Ouais. c'était la folie, le passage en prime time, sur TF1 à l'époque, le spot de pub, c'était incroyable. Et puis après invité dans plein d'émissions, donc voilà, pendant 1 an, ça a été, l'euphorie. Donc le projet, il a abouti. Le Vous avez projet a fait de la abouti. publicité et Ouais, ça en tout cas, l'audience a été présente, ouais. ça a cartonné? Ça a bien mais même le site en lui-même a bien marché. Moi, j'y suis pas resté, je suis parti au bout d'1 an, mais le site a vécu 3-4 années, plutôt bien rentable. Et après, Laurent qui est assez malin, Mmh. a repéré, dans toutes les offres qu'on avait, les boîtes qui étaient intéressantes, et en fait, a pris des participations dans chaque boîte, Mmh. et on est sorti depuis parce que maintenant il a une marque automobile. Mais il a coupé ce site-là, mais ça a été un tremplin aussi pour lui pour investir, en fait. OK. Donc ça a été vraiment pas mal, et moi j'ai été débauché quand j'étais chez Bernard Tapie, donc j'ai lancé la partie vente privée de Bernard Tapie, et donc j'ai été débauché par, Bazar Chic, qui était le numéro 2 de la vente privée. OK. Et à ce moment-là, juste au moment en transition entre les 2 boîtes, il y a mon ancien patron de chez Grosbill, Philippe, le fameux Philippe qui m'a fait monter de vendeur en magasin à acheteur, m'appelle et me dit, «Est-ce que on va lancer une bijouterie en ligne. Est-ce que tu peux nous faire un plan média, pour le lancement?» Et moi, je lui dis: «Écoute, franchement, je gagne très bien ma vie. Chez Bernard Tapie, j'ai gagné très, très bien ma vie. Mmh. Était très bon, on peut faire plein de critiques sur plein de choses, mais en tout cas, les postes clés, c'était très, très bien payé». Ouais. On peut faire peut-être une petite parenthèse, Vas-y. sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la relation que tu avais justement avec les tapis? Comment ils étaient? Comment ça se passait le travail, tu vois? Est-ce qu'ils sont smart, j'imagine? Est-ce que tu as connu des gens smart en termes de business, tu vois? Est-ce qu'ils comprenaient vite ce que toi tu faisais? Ouais. Parce que nous on fait de la tech. Ouais. On vient du monde de la tech. Parfois on peut parler à quelqu'un, un businessman, mais il comprend pas tout de suite, les enjeux, ni ce que nous on a à faire ce qu'on fait et la plus-value qu'on apporte. Et toi alors, comment tu as senti le truc? Alors, bon, bah, déjà, se travailler avec les 2, c'est incroyable. Bien sûr, c'était un prête-nom, Mmh. Bernard, donc on l'a vu plein de fois, je l'ai même vu en charentaise, chez lui avec sa femme.
Il m'a mis des Ouais. claques dans le dos. À l'époque, je faisais la moto, il me mettait des claques dans le dos en me disant d'arrêter de faire la moto parce que c'était dangereux. Très famille, très protectionniste envers les gens qui comptent. Et cette boîte-là comptait pour lui parce que c'était son nom, donc Bah oui, il était là. ça marque, quoi, finalement, hein. Exactement. Par contre, stratégie, j'ai pas eu à faire. Par contre, son fils, bon, j'ai connu un peu toute la famille. Son fils est incroyable, Laurent. Il est, tu vois, la transition entre le projet de son père et la prise de participation dans des boîtes, c'était très très smart. Et moi, personnellement, je l'ai pas vu venir. Un pivot Un intelligent. pivot intelligent. Il a senti en fait là où il pouvait être fort et il a capitalisé dessus. Et ça, c'était très bon. Globalement, c'est un excellent homme d'affaires. C'est quelqu'un, moi j'apprécie beaucoup, tu vois, on peut critiquer tout ce qu'on veut sur les tapis, mais en tout cas, Laurent, c'est quelqu'un de très droit, très éthique. Enfin, il nous parlait de sa femme comme étant un joyeux magnifique. Voilà, quelqu'un d'intègre, aimé, mais malin en termes de business. Bah, il faut, hein, de toute façon. L'aura un peu de son père, sans les côtés un peu énervés de son père, tu vois. Donc, un peu plus en retrait et donc qui prend plus de hauteur et donc qui agit moins dans l'émotion. Donc, incroyable. On pourrait y passer des heures. J'ai des tas d'anecdotes de resto où on est tous de dos, Bernard rentre et là, il y a un vide sidéral où les gens en fait sentent sa présence avant de le voir. Et au début, tu te dis, bon, bah, c'est parce que les gens le voient qu'on sait que c'est tapis, donc on se tait. Mais non, même le mec, quand il arrive de dehors, tu sens, tu sais, un peu, alors, je sais pas, t'es pas cette génération, mais je suis génération Chevalier du Zodiaque, tu sens comme s'il a la cosmo-énergie sur tes épaules, tu vois. Et là, tu es là, collé sur ta chaise et tu te dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, tu te retournes, tu vois Bernard et tu te dis, ah ouais, en fait, il a une aura, le gars. Ouais, c'était dingue. Et alors, pour en revenir à Philippe, donc il me dit, est-ce que tu veux faire ce plan média? Je lui dis non, ça m'intéresse pas parce que je gagnerais bien ma vie, je ne peux pas prendre 2000, 3000 balles, ça ne sert à rien par rapport à ce que je gagnais. C'était un peu ridicule. En euros, on était En euros, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'était, je Ouais, bien sûr. 2002, je crois. Je suis pas si vieux que ça, Jackie, hein, quand même. Et je lui dis, par contre, je veux bien départ. Bon, je vous aide, mais je prends départ. Et donc, je prends à l'époque 5%. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais je prends départ. Et est-ce que tu sais combien ils ont mis au départ? Enfin, tu vois, parce que quand même 5%, c'est pas rien si il y a beaucoup d'argent qui est mis en jeu. Parce que toi, tu as pris 5%, mais tu as apporté en fait en industrie, tu as apporté exactement ton savoir-faire, exactement. Mais tu n'as pas mis d'argent au J'ai pas départ. mis exactement. Je sais plus exactement. J'ai plus en tête parce qu'il y a plusieurs revalorisations depuis. J'imagine qu'il n'y a pas des. Non, tu lances pas un petit commerce dans le bijou à l'origine sans rien. Donc il y a eu des apports en capitaux qui ont été faits, en capital, et il y a eu de l'argent de mis. Moi, j'ai été épargné de cette c'est bien déjà, tu vois. Ouais, clairement. C'est pas mal. Et tu avais un salaire en plus ou alors c'est le démarrage? Non, c'était le démarrage. Et moi, j'étais en train de changer de boîte. Et je m'étais engagé auprès de Bazar Chic. Donc, je ne pouvais pas quitter Bazar Chic parce que je venais d'arriver. Par contre, j'avais dealé avec Bazar Chic, avec Liberty, le boss, de travailler 4 jours sur 5. Et le 5e jour, je le passais à travailler chez Okara. Et Liberty était très content puisque le but, c'était de... J'avais déjà développé cette culture du ROI avec Laurent, notamment, qui était très... je pense que c'est lui qui m'a bien formé à ça et Liberty l'a fait juste après. C'était très ancré sur la rentabilité. Et en fait, quand je suis arrivé chez Bazar Chic, l'objectif, c'était de rendre rentable le marketing qui fuyait dans tous les sens, notamment l'affiliation qui était comptée en double. Il y avait des margoulins, on payait au lead à l'époque. Donc au lead, dans une vente privée, c'est juste l'adresse email. Parfois nom, prénom, adresse email, mais c'était souvent adresse email. Et tu vois, il y avait des mecs malins. En fait, ils mettaient des formulaires. Quand tu t'inscrivais, ça l'inscrivait chez Vente Privée, chez Brandalais. Et en fait, on payait pour nous, mais le mec se faisait 5 € parce qu'il leur vendait aussi. Donc, moi, j'ai fait la chasse à tous les affiliés qui étaient un peu tricheurs, couper les couponneurs, couper tous ceux qui faisaient du CPC, pour avoir que l'affiliation propre et puis pour rendre un peu le business model rentable. Tout de suite. Il n'y a pas de SEO dans la vente privée. Chercher le retour sur investissement, donc le Exactement. Développer les OP de com aussi, qui n'avaient pas beaucoup. C'est toi qui l'as apporté cette culture directement, au départ en tout cas, chez Okara. Chez Okara, que j'ai développé chez Bernard Tapie, un petit peu avant aussi. Donc ça, de base, alors tu dis, c'est Laurent Tapie qui t'avait inspiré de cette stratégie-là En fait, beaucoup de challenges sur le marketing. Parce que j'arrivais avec... moi, comme je te disais, je travaillais avec des Intel, Nvidia. Le budget, il était gros, il était moins regardant sur les résultats parce que c'était du branding que je faisais. Et quand je suis arrivé chez Bernard, tapis.com, ok, j'avais un budget qui était huge. Par contre, Laurent, il m'a dit, moi, je veux un business plan.
tu vois? Donc on a co-construit un business plan. Ouais, c'est plutôt C'est smart, quoi. C'est de même au-delà du l'argent plan qu'on a, marketing. mais C'était, combien coûtent les équipes, combien coûtent les bureaux, OK, combien on doit rentabiliser, et cetera. faut C'est lui utiliser, l'argent, intelligemment, quoi. exactement, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. OK. Donc je pense que ma culture du ROI est née, Là-bas. principalement ouais, 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 OK. clairement. Et chez Bazarchic, bah, j'ai découvert, toutes les triches que pouvait faire l'affiliation, et cetera. Il y avait pas le référencement naturel que j'avais appris chez Grosbill, parce qu'en affil, bah, tu as pas de page ouverte, tu vois? Enfin, en SEO, il y a pas de page ouverte sur un site de vente privée. Mmh. Il y avait pas cette logique de créer des pages à côté, puisque en fait, le but, c'était de cacher tout pour que le mec s'inscrive et découvre chaque jour des nouvelles ventes. En plus, c'est des pages qui étaient éphémères, enfin, tu vois? Il y avait pas Mmh. tu pouvais pas Oui, oui. capitaliser là-dessus. Oui, oui, je vois, ouais. Mmh. Donc le principal levier, c'était, l'emailing et la file. Parce que je me rappelle, en fait, à l'époque, c'était frustrant quand tu avais, tu sais, je sais pas, je rate un petit mail, j'attends 24 heures, je clique dessus quand même, il y a plus d'offre. Il y a plus d'offres. La Ouais. page n'existe plus. Ouais, ouais. Et là, aujourd'hui, je trouve que c'est une aberration, tu vois, en termes de référencement naturel, effectivement, Ouais, ouais. la page, elle doit s'indexer, on doit la trouver, et c'est bon, c'est un autre temps, une autre méthode, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'était bah, là, tu vois, j'ai appris beaucoup sur l'emailing, par OK, exemple, parce ouais. que je connaissais Mmh. un petit peu pour avoir lancé la partie vente privée, Mmh. mais en baignant dedans pendant un an, j'ai Mmh. appris beaucoup sur, bah, les emailers, les IP par mail, la réputation, la délivrabilité. Mmh, Voilà, mmh, j'ai mmh, pris un bon cours accéléré, et donc j'ai fait un an, mmh. Ouais. j'ai fait mon job. Mmh. Et Okara me faisait souvent des appels du pied en disant: «Mais ça marche, en fait, tout ce qu'on fait, ça marche. Mmh Le mh. SEO qu'on fait, ça marche. Les ads, ça marche. Est-ce que si tu viens, tu peux faire plus?» Et la réponse était, bien entendu, oui. Et donc j'ai quitté, Bazarchic pour passer full time, sur Okara et j'ai négocié à ce moment-là de pouvoir récupérer autant de parts que les autres puisque OK. j'allais arriver avec, aussi beaucoup plus de savoir-faire, Ouais. et pouvoir débloquer une situation qu'eux pouvaient pas, enfin, c'était pas leur job. Eux, ils Mmh. étaient sur, la présidence, les produits, les stocks, tu vois? C'était pas leur job, Alors le du coup, marketing. au départ, vous étiez combien, de Ils é cofondateurs? Vous ils êtes, étaient quatre associés vous êtes 5, et aujourd'hui, on est 5. Voilà, et donc c'est comme ça qu'est née en 2010, l'histoire Okara. Tu vois? Et moi, c'est marrant, hein, c'est vrai que quand je fais la rétrospective, je suis associé de mon premier patron. ouais? Comme Ah, quoi, l'histoire est jamais écrite et comme quoi, ça la deuxième morale, et je te coupe Jackie, mmh. excuse-moi, c'est que pas dans toute aventure que j'ai faite, entrepreneuriale ou salariale, je suis toujours parti en bon terme avec les gens et Mmh. je pense que c'est important parfois de le rappeler, que même si on monte une boîte, on n'est pas obligé de cracher sur les gens. Et tu vois que l'histoire, montre que, 10 ans après, je retrouve mon ancien patron avec qui Mmh. j'avais bien bossé et qui m'a rappelé, et je suis son associé. Enfin, c'est incroyable, je trouve. Mmh mh mh. Bah, ça veut dire qu'il a aussi apprécié donc ta personnalité, ta façon de faire, ton éthique, Ouais, c'est ça, vous voyez tu les l'as livré, résultats. c'est ça? Exactement. Et en fait, quand tu t'associes avec quelqu'un, moi je l'ai fait plusieurs fois, c'est vrai que tu ne t'associes qu'avec des gens en qui tu peux avoir confiance, quoi. C'est ça, C'est quand même c'est un contrat, quand même qui t'engage, bien sûr. forcément, et ça arrive souvent, je le vois, que tu justement, ça arrive, enfin, de temps en temps en tout cas, des anciens salariés qui sont associés sur d'autres nouveaux projets Oui, avec, oui, ça ça arrive. arrive parce qu'en Ah fait, oui, oui, ça arrive. bah, les bons profils, tu as du mal à les garder. Tu vois, c'est ce que je Bien disais sûr. tout à l'heure, pendant le resto, c'est que, un bon profil va souvent partir à un moment donné, au bout de X années, tu vois? 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'il va vouloir des nouveaux challenges, il va vouloir, changer de boîte, il va vouloir augmenter son salaire, enfin, en tout cas, il va vouloir des nouvelles choses, et souvent, c'est des profils d'entrepreneurs comme ça. Ils Ouais. peuvent pas difficilement C'est difficile de garder un entrepreneur sans le challenger, sans lui proposer de nouvelles choses, au bout de 10 ans. C'est pas possible de garder ce type de profil, qui sont faits pour être entreprendre, ce qui est ton cas, et au final, bah, quand ils partent, tu te dis: «Bon, comment je peux faire pour pouvoir retravailler avec cette personne? Elle voudra jamais être salariée de nouveau, avec moi». Bah, dans ces cas-là, je vais peut-être lui proposer, de m'associer, et souvent, bah, alors moi, j'ai pas encore eu le cas, tu vois, chez nous, chez Ellis Garden, où on s'est pas encore associé, tu vois, avec des anciens qui sont partis, mais ça pourrait, je pense que ça pourrait. On a des bonnes personnes qui sont parties, ou même encore des gens qui sont encore là. Ça peut tout à fait, et je pense que c'est pour ça que quand tu travailles, c'est pas parce que tu es salarié que tu dois, forcément, tu sais, enfin, en tout cas, moi, je vois très long terme. Je vois, bah, Bien sûr. faut être éthique, faut,
faire bien ton travail, Ouais, respectueux, et quoi, globalement. respectueux, mais il y en a beaucoup. Enfin, je veux dire, en fait, La honnêtement, majorité sont la comme ça. majorité sont bien, honnêtement, et tu as envie de continuer de travailler avec eux. C'est vraiment bien, quoi. Mais ça te permet de faire ton personal branding au sein de la boîte, mais même après, parce que derrière, tu vas être recommandé, tu as du réseau aussi. Il y a pas Oui. que, tu vois, et même toi, en tant que, et même si tu penses pas être salarié, pardon, entrepreneur toute ta vie, enfin, en tout cas, un jour, même en étant salarié, bah, c'est toujours bien d'avoir une bonne relation avec Exactement. tes anciens collègues, anciens patrons. C'est parce que tu es parti, ça y est, c'est tes ennemis, quoi. Au contraire, tu vois, nous, on a des anciens qui nous apportent du business. Ouais, bien sûr. Donc, C'est imp moi, je ça marche bien. moi, tu vois, je suis l'exemple type de, ton patron, d'hier et ton associé d'aujourd'hui. Mmh, mmh. Ça montre que le monde est petit, les réseaux Oui, sont pas si grands qu'on le croit et que, un jour même un sales, oui. tu vois, moi, je sais pas, tu vois, c'est un truc bête, mais sur LinkedIn, je peux pas répondre à tout le monde. J'ai Mmh. 40 messages Ouais, par ouais, jour, ouais. mais la majorité du temps, j'essaie de faire juste, hein, je suis pas intéressé, Mmh. j'ai déjà une solution en Ouais, au interne, moindre effort. cordialement. Mmh. En fait, un sales, que tu négliges aujourd'hui, ça peut être ton associé sur un autre projet, dans le futur. Donc Mmh, je mmh, pense mmh. qu'être respectueux, je pense que c'est la base de l'être humain et on l'oublie un petit peu parfois et c'est bien de le rappeler. Ouais, 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 tout à fait. Donc, au final, bah, c'est quand même effectivement, c'est important de respecter les gens, même si tu les connais pas forcément, parce que tu sais jamais ce qui va arriver dans 1 an ou 2 ans. Tu vois, tu peux le recroiser, il peut se passer des choses et tu auras peut-être besoin de lui ou lui inversement besoin de toi. Et c'est pour ça, moi, j'aime bien aussi rendre service. Tu vois, parfois, tu vois, des gens que je connais pas forcément, on me demande des trucs, je veux oui, OK, enfin, moi, ça me coûte pas grand-chose, tu vois? Souvent, un petit coup de main, un petit truc, ah bah, tu vois, même toi, on s'est donné des coups de main alors qu'on se Ouais, connaissait pas. bien On sûr. s'était vu quelques fois, tu vois? Je Exact. t'ai demandé des trucs, tu m'as demandé des trucs, tu vois? On s'est échangé Ouais, plein de ouais, choses, ouais, mais bien oui, sûr. on se retrouve ici et au final, bah, c'est vraiment c'est de l'humain, quoi. Je pense que c'est des relations qui peuvent durer, 5 ans, 10 ans. C'est toujours bien d'être en bon terme avec tout Ouais, le ouais, monde, de quoi. privilégier Ouais. ça, ouais, Non, bien c'est sûr. clair, c'est clair et donc ouais, c'est cool et même, tu vois, un patron, quelqu'un qui il peut pas avoir 50 boîtes et gérer 50 boîtes. À un moment donné, tu dois en tant qu'investisseur, tu finis investisseur, tu es dirigeant, mais tu peux finir investisseur, donc tu vas investir dans une boîte et tu vas mettre quelqu'un à la tête de la boîte. Un associé, justement, ça peut être un ancien collègue, un ancien partenaire ou un ancien salarié. Bien sûr. Ça, c'est des choses qui se font tout le temps. Ouais, Enfin, c'est ça clair. peut se faire en tout cas. Ouais, ouais. Et typiquement, toi, c'était un très bon exemple. Et il y a un autre truc que j'ai noté depuis le début, c'est que tu as su saisir des opportunités. Tu as quand même une vision intéressante parce que parfois, il y a beaucoup de gens, on leur montre les opportunités, mais ils ne voient pas Ouais, ouais. plus loin que le bout de leur nez. Ils ne les saisissent pas, ou ils ne comprennent pas, ou ils ne tentent pas, tu vois? Et toi, tu as su saisir des opportunités. Tu vois, typiquement, tu as repris tes études à un moment donné, puis on t'a dit: «Tiens, ça peut être bien d'avoir des bonnes notes, c'est quand même gratifiant de travailler». Tu vas voir, il y a du résultat à un moment donné, il faut charbonner, tu verras, c'est possible, tout le monde peut le faire. Tu as su le faire. Ensuite, bah, tu as su, changer de boulot, tu sais, à un moment donné, tu avais une alternance, en informatique, Ouais. et on te dit: «Bon, bah, finalement, le gars, il part pas, tu vas être vendeur». OK, vas-y, c'est parti, tu Ouais, vois? ouais. Même si effectivement, tu l'as dit, il y avait, un petit lien avec ton ancien diplôme, mais au moins, tu as su saisir les opportunités, tu as dit «oui», tu vois? Et je pense que moi, ce qui a aussi changé mon mindset à un moment donné dans ma vie, c'est le fait de dire «oui». De dire: «Bah, Ouais, vas-y, je tente», tu vois? ouais, exactement. Alors je dis pas oui à tout, mais au moins de dire: «Vas-y, il y a peut-être un truc, vas-y, je vais Ouais, faire, c'est ça, c'est on ça. verra après». Ouais, ouais et puis il y a le facteur chance. On en parlait ce midi en se disant: «Bah, la Mmh, chance, c'est mmh, pas vraiment la chance, c'est pas que mmh. de la chance» et ça, tu as raison. Mais au moment où Il en j'ai faut. rejoint Okara, j'avais le choix entre, Mmh. entre 2 boîtes, en fait, dans lesquelles on m'avait demandé De belles boîtes d'investir. au final. Et j'en ai choisi une en me disant: «Bah, c'est ce projet-là qui va marcher le mieux» et pour le coup, la chance, du nez, de la perception, du feeling, j'en Mmh. sais rien, mais c'est ce qui nous amène, C'est sur ça. ce canapé aujourd'hui, Et quoi. puis au final, tu te dis: «Bah, OK, la chance, il faut qu'elle soit là, mais il faut la saisir». Tu Exactement, vois? Il y a des gens ça qui se ne le saisissent travaille. pas, Ouais, il ouais. faut la provoquer aussi. Il faut la provoquer, le Mmh. réseau, les bonnes relations, c'est Exactement. important, ouais. Et quand tout match, ça peut faire des choses, des belles choses, hein, une belle boîte et faut savoir saisir les opportunités. Il faut Ouais, savoir c'est les clair. saisir. Parfois savoir mettre son ego de côté parce que s'associer, c'est pas simple parce que, tu vois, surtout quand tu démarres à 5, tu dis: «Bon, j'ai 5 mais je suis minoritaire». Après, il faut savoir négocier, renégocier, Ouais, ouais. c'est normal, hein. Et puis même eux, hein, ils voyaient un nouveau gars arriver, Mmh mh. ouais, ils ont su me faire confiance aussi, hein, donc j'en suis, reconnaissant, Faire confiance, c'est important aussi. Je pense que si tu veux scaler, si tu veux, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un patron s'est fait une boîte, OK, mais tu peux pas gérer 10 boîtes à un moment donné, il faut faire confiance.
tu pas le choix. Ouais. Tu pas le choix. Ouais, ouais. Mais être 5, tu vois, ça c'est toujours discutable, mais c'est vrai qu'au démarrage, c'est une aide, incroyable, hein. Chacun faisait, une partie du job et tu vas plus vite, c'est plus comme tu l'entends, comme tu le veux. Tu vois? Au démarrage, c'est top. Alors justement, est-ce que tu peux me dire, 5 c'est beaucoup, tu vois? C'est quand même pas mal. Est-ce que vous arrivez au début, en tout cas au départ, parce que là c'est un peu différent aujourd'hui, vous êtes 50, hein, c'est un peu différent, mais au départ, est-ce que vous arriviez à vous entendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris le lead ou chacun a sa propre tâche? Tu m'as expliqué tout à l'heure que chacun avait sa Sa petite verticale, ouais, on a bien sûr le président, on a la personne qui gère, la DAF, RH, on a la personne qui gère les produits, une personne qui gérait la logistique et moi qui faisais, tout ce qui était, DSI et marketing. Donc on avait chacun notre verticale, donc ça a été assez simple. Bien sûr, on est censé être sous la direction générale de la présidence. La réalité, c'est qu'on prenait les décisions à 5 et c'était pas forcément évident au début parce que dans cette association-là, tu as 2 frères d'un côté et 2 amis d'enfance de l'autre et donc j'étais Toi, tu au souvent milieu, toi. j'étais souvent le mec au milieu Mmh. qui devait prendre des décisions Peut-être que et tu faisais pencher la balance du coup, tu vois, c'est d'un ça. côté ou de l'autre? Mais bon, quelle que soit la décision, il y avait 2 fois 2 personnes qui étaient plutôt déçues. Mais Mmh. ça a pas duré longtemps, tu vois? Mais on s'est vite tous alignés. Je pense qu'on était tous très, très alignés, Mmh. assez rapidement dans ce qu'on voulait faire. On voulait devenir l'un des leaders indépendants de la bijouterie et de l'horlogerie. Je pense qu'on a réussi, on était bien alignés, on est tous bien câblés et voilà, ça a bien fonctionné, quoi. Donc ça a démarré par une boutique en ligne? Ça a démarré par une boutique en ligne de bijoux, même pas du tout de montres. À l'origine, ça devait être un peu inspiré d'un concept anglo-saxon qui était: tu choisis ta pierre, tu choisis ta monture et on a très vite pivoté sur du produit fini parce que les gens ont beaucoup de mal à se transposer. C'est-à-dire que c'est difficile d'expliquer. Alors généralement, par exemple, la bague de fiançailles, ça va être un homme qui choisit. Quel diamant va avec quel corps de bague? Est-ce que ça va lui plaire? Oui, non. Il préfère voir, en France, nous, on préfère voir quelque chose, voir son prix, voir ses bénéfices, ses qualités, l'acheter. Donc la fabrication d'un truc sur mesure, c'était beaucoup, beaucoup trop tôt. Donc ça, on a pivoté assez rapidement avec des produits finis qu'on achetait, hein. Toutes les bijoux, c'est des marques, pour la plupart, qui étaient centenaires, françaises pour la majorité, un peu d'européennes. C'était des marques qui nous parlent pas forcément, mais qui parlaient souvent à nos grands-parents. C'était la bijouterie que tu achetais non pas dans les centres commerciaux, mais plutôt en centre-ville. C'était vraiment prendre ce qui existe en centre-ville et qui était en train de mourir, parce que c'est un métier, qui était vieillissant, où généralement, c'était de père en fils, enfin familial, une affaire familiale et maintenant les enfants ne voulaient pas reprendre ça et donc ces métiers disparaissent. C'est plutôt les centres commerciaux qui se développaient, les chaînes de centres commerciaux, et nous, on trouvait dommage de perdre ce savoir-faire français et donc en fait, c'est ça qu'on a recréé en ligne. Ça a cartonné pendant 2 ans et on a ouvert le pendant masculin du bijou, qui est la montre, au bout de la deuxième ou la troisième année. Mais au début, c'est ça, ça s'est lancé comme ça. Ça s'est lancé, sur une base de SEO et alors ce qui est rigolo, j'aime bien toujours le raconter en anecdote, c'est que j'avais pris énormément de savoir-faire sur l'emailing, énormément et puis je dépensais des centaines de milliers d'euros tous les mois en affiliate email, en shoot de base opt-in parce qu'à l'époque, les RGPD, c'était moins contraignant et donc on pouvait louer des bases à Prisma Press et cetera et c'est eux, à Caloga, c'est eux qui shootaient, sur leur base pour nous et on les payait au lead Incroyable. ou à l'achat ou enfin bref, donc je m'étais fait plein de copains dans cet univers-là, de la presse, enfin de l'emailing et quand j'ai lancé Okara, je me suis dit: «Bah, avec le SEO qu'on a mis qui commence à bien prendre, je vais arriver avec l'emailing, je vais tout cartonner, c'est obligé» et là, je vais voir mes copains: «Vous me devez un service, vous vous rappelez, je vous ai bien fait manger, maintenant c'est à vous de m'aider, je lance une nouvelle boîte» et là, je commence à shooter, 500 000, 1 000 000, de mails et cetera pour rien, 0 vente. OK. Est-ce Une que tu vente. as une explication? Et ouais, en fait, tu arrives, tu débarques, tu es personne, tu shootes des mails, les La gens te marque, reçoivent. en fait, oui. Il y a pas Ouais, ça tu pour vends du spam des bijoux en ligne. Mmh. Ah, il y a personne qui faisait des bijoux en ligne, tu vois? Les chaînes, elles en faisaient pas encore. OK. Vous êtes Heu, arrivé assez early, en fait, oui, finalement. mais oui, on est arrivé en fait au pile poil. Il y avait eu quelques initiatives, mais qui avaient foiré. Les mecs avaient perdu des millions d'euros en pub et cetera dans le métro et ça avait pas marché et on est arrivé pile poil, à un moment où les gens étaient prêts. Les chaussures, c'était l'avènement Oui, c'est vrai. avec, Zalando, tout ça. Sarenza, Sarenza avant, surtout. oui. Ouais, surtout Sarenza qui cartonnait.
Les autres ont bien rattrapé, mais Sarenza, c'était fort, Ça hein. en est où aujourd'hui, Sarenza d'ailleurs? C'est plus ce que c'était, ouais, c'est plutôt, assez bas. Les autres ont bien pris le lead, Ah. mais c'était une très, très belle boîte, hein, vraiment pionnier, et tout ça. Et en fait, on a souvent été comparé dans les business models à la chaussure, à l'adoption de la chaussure. Donc ça a mis, un petit peu de temps, mais on était pile poil au bon moment. Tu vois? OK. Encore une fois, Ouais, ouais. feeling, chance, on Ouais, appelle ouais, ça ouais. comme on veut, Time mais to market quoi. time to market, Mmh. voilà, parfait. Et en fait, de ce shooting d'email, et ben, on s'est rendu compte que finalement, il fallait qu'on crée une entité, que Okara devait devenir un réflexe pour acheter les bijoux, que ça devait devenir une marque qui existe. Et donc on a commencé à chaque commande à appeler nos clients et à leur dire: «Est-ce que vous avez été satisfaits? N'hésitez pas à nous laisser un petit avis». À l'époque, il n'y avait pas avis vérifié, Trustpilot, et cetera. C'était un Allemand qui faisait ça s'appelait Ecomi. Oui. Et le Ouais, seul ouais. but d'Ecomi, c'était Ouais. pas tellement de prendre des avis, c'était d'afficher les petites étoiles dans les annonces Google, Ouais, tu vois? OK. Parce que c'était le seul partenaire, Ouais. certifié, les Allemands, Ecomi. Et on travaille encore avec eux, hein, d'ailleurs. OK. Et on les appelait, on leur disait: «Laissez des avis», on leur envoyait des liens de forum. On a fait beaucoup de phoning, et ça, on l'a fait pendant les premiers 8 ans de la boîte. On répondait, nous 5 au téléphone. D'ailleurs, je dis nous 5, mais Jérôme, qui est notre lead dev, répondait aussi au téléphone. Mmh. Tu vois? C'était en fait, on avait mis cette, culture du client au centre des préoccupations. C'est-à-dire, et parfois c'était chiant, c'est-à-dire que tu étais en train de faire, j'en sais rien moi, quand je faisais du SEO, je faisais des trucs, Oui, oui. un peu tricky, et d'un seul coup je devais répondre au téléphone, c'était chiant. Mais Oh, c'est ton tour, non, c'est à c'est ouais, moi. exactement, il y a eu ça, hein. C'est genre: «Tu fais semblant de pas entendre?» Ouais. Mais ça nous a permis d'être proche de nos clients pendant longtemps, Ouais, c'est et important. de beaucoup gratter les avis clients, d'avoir de créer, voilà, un vrai truc qui existe, et après les emailing passaient, beaucoup mieux. Mais finalement, c'était pas un business avec de l'emailing, c'était un business avec du SEO et du CA. Après, enfin, je veux dire, quand tu démarres dans un nouveau business, déjà, tu as l'avantage d'être agile, donc de pouvoir bouger vite, Oui, finalement, par rapport à un complètement. mastodonte qui est là depuis très longtemps. Ce que tu as dit tout à l'heure, hein, c'est tout de suite, ça va vite. Et le fait d'avoir des retours clients, c'est quand même incroyable, au début, en tout cas, d'avoir ce réflexe de service client, d'avoir, de dire, bah, OK, qu'est-ce qui va pas? Et de Exactement. pouvoir réagir tout de suite, pour pouvoir façonner ton produit, en tout cas, ta marketplace. Enfin ta marketplace, ta boutique en ligne, pardon, et de pouvoir en fait proposer les produits que tes clients attendent, le service que tes clients attendent. Et ça, c'est pour moi, c'est game changer par rapport à des gens qui ont une vision, arrêtée, Ouais, du business, de dire: «Bah, voilà, c'est comme ça, je bouge pas». Franchement, c'est dommage parce qu'au début, vous êtes pas beaucoup, vous pouvez aller vite, quoi. exactement. Autant, tu vois, une grosse boîte qui a 100 000 salariés, ou pour changer une fiche produit, un bouton, un machin, ça met OK 6 mois. Là, tu as la chance de dire: «Vas-y, c'est le client, il trouve pas le bouton pour commander, bah, on se débrouille et dans l'après-midi, c'est fait, quoi». Ouais, Donc exactement. ça change tout, et c'est pour ça que c'est important effectivement d'être proche de tes clients, et ça, c'était un bon move de votre Ouais, ouais, je pense qu'on quand était même. assez, user-centric. Ouais. Avec le temps, bah, je te dis, la boîte, elle a 14 ans, et on a arrêté au bout de 8 ans de répondre au téléphone pour structurer un vrai service téléphonique. Mmh mh. Je pense, en réalité, si c'était à refaire, il faudrait y passer encore du temps. Il faudrait que Ouais. chacun de nous, on y passe, une demi-journée au service client pour voir, quelles sont les problématiques, Ouais, les mais les remontées qui ouais, viennent souvent. ouais. C'est important. Ouais, je vois des founders, tu vois, souvent qui me disent, qui répètent ce truc-là, c'est: «Ouais, je me mets une journée dans tel truc, je fais du SAV de temps en temps, je me recrée un nouveau compte. Toutes les semaines, je refais un nouveau compte pour voir si le buyer's journey est toujours bien». Tu vois? J'essaie de Exactement. passer une commande, un machin, parce que c'est vrai que c'est tout bête, mais moi, j'ai démarré en 2010 avec une boutique en ligne aussi, et bon, moi, aujourd'hui, bah, j'ai fermé, hein, j'ai fermé dans les années 2013, un truc comme ça, 2014, je sais plus, mais je faisais pas, enfin, tu vois? Je suis pas arrivé aussi loin que vous, largement, même moins, et en fait, tu changes deux trois trucs, un système de paiement, un Ouais. panier, quelque chose, et en fait, tout peut c enfin, plus rien ne peut fonctionner, et puis tu as pas de commande pendant un jour ou 2, tu sais pas trop pourquoi, et donc c'est important, tu vois, justement d'avoir des retours à la fois clients, mais d'aller, sur le front, quoi, d'aller au Ah front tout de suite, ouais, bien sûr, bien sûr. tous les jours. Et d'ailleurs, tu vois, des trucs bêtes, mais quand le monde a basculé en mobile first, non pas pour, Google, mais tout simplement parce que les usages e-commerce sont passés, mobile first. En fait, quand tu es dans une boîte, bah, tu bosses tout le temps sur ordi, Bah oui, et tu es très éloigné de c'est cette vrai, vision c'est mobile. vrai, Donc c'est maintenant, vrai, on se c'est vrai, force, c'est vrai. tu vois, à avoir, le téléphone à côté, de regarder ce qu'on Mmh, fait, que mmh ça mh. soit bien sur mobile. Ouais, et tu penses que toi, justement, le e-commerce mobile, c'est le basculement, tu vois, au-delà de 50 des ventes ou du trafic, c'est arrivé à partir de quelle année?
Moi, je pense que dans mon secteur, c'est arrivé assez tardivement. OK. C'est peut-être On a encore beaucoup le cher peut-être, non? Dans l'idée, c'est des achats où tu as besoin c'est de ça, c'est des achats qui sont un peu plus réfléchis, donc qui se font, le soir. Le soir, ils sont à la maison, ils sont plus confortables sur un ordi. Même si on a tout fait pour que le parcours soit top au niveau mobile, on voit quand même qu'on a beaucoup de trafic mobile, une faible conversion et très peu de trafic desktop, mais une forte conversion. Donc tu vois, tu as encore ce bien sûr, tout ce qui est en dessous de 250, on le voit, les achats sont full mobile, il y a aucun problème, aucun frein et cetera. Par contre, dès que tu montes un peu en panier, les gens, passent sur ordi. La tablette a complètement disparu, hein, chez nous, c'est plus que 2 ou 3 tu vois? Alors que Ah ça oui, c'est intéressant. c'est monté jusqu'à 15 quand même, C'est hein. les enfants qui sont sur les tablettes, c'est plus les adultes. Exactement, pour regarder Netflix et cetera et ça ne sert plus qu'à ça d'ailleurs, hein. Oui, parce que c'est vrai que je veux dire les gens, entre guillemets «à l'époque âgés» qui avaient leur tablette, ils disaient: «Ah c'est plus grand, c'est» tu vois? C'était intéressant. Maintenant ils sont sur les grands téléphones, Ouais, exactement. Ouais, puis maintenant les téléphones sont bien foutus, les sites sont mieux faits aussi pour que tu puisses tout faire sur ton téléphone et clairement la tablette chez nous elle a disparu, OK. quoi. Non, c'est intéressant et donc alors là, au niveau de la croissance, comment ça s'est passé? Parce que vous étiez que 5, vous aviez des employés, un dev, hein, Un notamment, dev, non? ouais, on était 6 tout au début. OK. J'aime bien rappeler l'anecdote, c'était qu'on était dans une cave, où il y avait pas de fenêtre au démarrage, mais ça restait une cave du 1er arrondissement de Paris, donc donc c'était pas non plus, au Gévaudan, mais on a commencé à 6, et puis après on a eu des gens pour, faire les fiches produits Ouais. et on a fait une croissance, quasiment systématique à 2 chiffres chaque année. Ouais et à partir de quand, tu vois, parce que tu disais que Philippe t'appelait à un moment donné pour te dire: «Vas-y, viens, 100 du temps, ça marche, que ce qu'on fait là, ça fonctionne. Tout ce qu'on fait, ça fonctionne». À partir de quel moment le déclic est arrivé, en fait et qu'est-ce qui a fait ce déclic? De dire: «Bah, ça marche». Il y a un truc à faire quoi en ligne, et vendre Je la vente de Bah, bouquins en je ligne. pense en fait, c'est quand tu vois l'accélération des commandes. C'est-à-dire que, même moi au début quand j'ai dit, «Je veux des parts», je me suis dit: «Le projet il est très ambitieux». Mmh. Alors moi j'ai un truc avec les projets ambitieux, c'est plus ambitieux, plus je suis dingue, donc plus j'ai envie de les faire. Mais, je voyais que la chaussure, ça commençait vraiment à percer et je me suis dit: «Bon, ah, voilà, la bijouterie, c'est un truc de fou si on y arrive, mais let's go, on y va» et je pense que quand on vendait des produits à 200, 300, on se disait: «Ça va», mais dès qu'on a vu qu'on pouvait vendre des produits à 1000, 1500, Mmh. on a fait: «Oui, il y a un truc à faire». Tu vois? S'il y a des gens qui sont prêts à lâcher pour 1500, forcément, en faisant bien le job et ben, on récupérera aussi des paniers inférieurs, voire un petit peu supérieurs. Donc je pense que c'est l'augmentation des commandes où on s'est dit: «Ouais, on tient quelque chose, quoi». Mmh. OK. Alors tu parles de panier moyen, enfin, tu vois, de prix de bijoux. Alors j'imagine que c'est une sorte de courbe en cloche, le panier moyen, non? C'est-à-dire que dans les années 2010, ça commence à monter, 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 monter et à un moment donné, ça redescend actuellement où les paniers moyens sont plus bas qu'avant, non? Ou pas? Alors, Après, c'est peut-être pas lié à ton business, mais il globalement y a parce que les gens, tu sais, ils achètent ça chez ça fluctue. Temu, Shein, même si c'est pas du Je tout ce que suis tu vends. moins Oui, oui, je suis moins impacté, Mmh. par la concurrence, low cost. Bien entendu, il y a parfois, des montres qui se regroupent, hein, des petites montres d'entrée de gamme, par exemple, que tu peux retrouver à droite à gauche, donc voilà. Écoute, il y a eu une baisse un certain temps du panier moyen. En fait, ce qui a plus changé avec le temps, c'est la fréquence d'achat. Ouais et après, il y a peut-être la conjoncture La aussi, tu vois? Ouais, mais en fait, ce que je vois, c'est que sur l'e-commerce, en règle générale, le panier a tendance à un peu baisser ces dernières années. Nous, il a un peu augmenté, enfin, il a baissé à un moment, il a réaugmenté bien au-dessus de la moyenne, OK. tout simplement, mais c'est pas avantageux, hein, c'est parce que les gens achètent moins, donc achètent mieux. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, un fan de montre pouvait acheter 3-4 montres par an. Aujourd'hui, il va acheter à Noël, à son anniversaire, basta. C'est une belle montre, quoi. En fait, moi, je suis à l'achat plaisir. L'achat plaisir, c'est l'achat que, tu attends la bonne occasion pour l'acheter et si on te dit que tu vas partir en guerre en Ukraine Mmh. et ben, tu vas retarder tes achats et tu vas Mmh. attendre l'obligation qu'est l'anniversaire ou Noël pour acheter quelque chose et dès que le système français se calme et qu'on arrête de faire des annonces, idiotes et ben, moi, la consommation repart. Je suis vachement, je suis Ouais, je même vois aussi. un Mmh. signal faible politique, hein, enfin, tu Oui, vois, sur nous la aussi. Bah, consommation, la quoi. montre, ouais, tu vois? Et clairement et donc mais par contre, ils achètent moins mais ils se permettent un peu plus. Donc le panier moyen, tu vois? Mmh. Il a pas tant baissé que ça, il a même légèrement monté, mais par contre, il y a 1 an, 2 ans, il a baissé là, quand c'était dur, pour tout le monde, Oui, oui. ça a baissé. Forcément, oui, Mais avec, j'ai pas cette fameuse cloche. OK. Non, non, Ouais, c'est ouais. plutôt, en e-commerce, c'est assez dur parce que si tu rentres que des produits à 1000 balles, ton panier va augmenter, tu feras moins de ventes, mais ton Mmh. panier va augmenter, donc c'est Ouais, ouais. pas à regarder stricto sensu, Oui, hein, un oui, panier oui, non, moyen. bien sûr, ouais. Et alors, du coup, à quel moment vous vous êtes dit: «OK, on fait du bijou, ça marche, ça cartonne, on fait des ventes. Maintenant, il faut faire des montres»? Et ben, je te dis 2-3e année, on commence à avoir les bijoux, on rentre les médailles de baptême, les alliances de mariage et on rentre un petit peu de bijoux hommes, mais les bijoux hommes, ça prend pas.
Voilà, tout simplement parce que les hommes portent moins de Non, bah bijoux. non, bah non. Il y en a qui portent des bijoux, bien entendu, tu vois? Moi, j'ai des petits bracelets et compagnie, mais c'est quand même moins fréquent et on s'est dit: «Mais attends, c'est incroyable, il faut qu'on trouve quelque chose pour l'homme» et forcément, l'homme, c'est la montre et donc là, on a commencé à aller voir les marques de montres, à dire: «Bah, voilà, on veut ouvrir des montres» et là, on a découvert un monde qu'on ne connaissait pas du tout, qui est même, structuré très différemment de la partie bijoux, où, c'est codifié, il faut avoir une boutique si tu veux vendre des montres en ligne et donc c'est comme ça qu'on a ouvert par obligation notre première boutique qui était dédiée à la montre. Et il Parce vous fallait une boutique en qu'il fallait une physique? boutique. Ouais, il y a même des Incroyable. marques qui imposent, pour rentrer d'avoir d'autres marques qui sont du même calibre, sinon elles rentrent pas, par exemple, Waouh! tu vois? Incroyable. Ouais, ouais, sur certaines marques de premium qu'on ne Oui, vend oui, oui. pas, il y a même, des obligations, d'assurance spécifiques, de portique, de sécurité, de sas, de Mmh. vigile. C'est un métier très codifié. C'est pas un métier très, très moderne. C'est un des problèmes qu'on rencontre, voilà, il y a pas forcément d'EDI, de RP, tu sais, pour avoir les retombées, Oui. automatiques. Ouais, ouais. Alors c'est vraiment old school, hein, parfois, c'est des achats qui se font par mail, c'est vraiment à l'ancienne, mais c'est très codifié, donc ouais, on a été obligé d'ouvrir une boutique, qui était un pas un j'aime bien l'appeler cheval de Troie, mais c'est un peu péjoratif, mais c'était une obligation, quoi, donc pour vendre les montres en ligne, on a ouvert cette boutique, elle est dans une petite perpendiculaire de la rue de Rivoli, donc qui était pas très passante, quoi, mais on pouvait vendre en ligne et ça a cartonné, assez vite parce que contrairement aux bijoux, la partie, montre est, communautaire. Les mecs Ah! adorent parler de leur montre, montrer leur montre, parler du créateur de la montre, parler du mécanisme à l'intérieur de la montre et donc il y a des vraies communautés sur Ouais. Facebook, sur des forums et cetera. Donc ça a été, quasiment beaucoup plus rapide de progresser sur la montre que le début sur les bijoux, quoi. OK et est-ce que vous avez toujours cette boutique, 1re? Alors cette première on l'a toujours, mais après le covid a fait beaucoup de mal, hein, aux business physiques Ouais. qui ont fermé. On a pu récupérer un bail, sur la rue de Rivoli, Ah oui! et donc on a transféré la boutique, de là où elle était, heu, pour en faire une belle boutique, rue de Rivoli qui cartonne. Ah voilà, c'est C'est là qu'on a découvert aussi, ce que ça voulait dire d'avoir un passage avec, de la fréquentation, ça on a découvert un nouveau truc, OK et qui sera peut-être pour nous le futur parce que c'est peut-être une voie qu'on va explorer, quoi. et d'accord, oui, bah oui, si vous avez une boutique qui est rentable, pourquoi pas, 2, c'est 3, un autre 4. Ouais, levier, ouais, c'est un ouais. autre levier de croissance, intéressant. Alors du coup, tu as parlé du Covid, heu, bon, moi, j'ai la chance de travailler en ligne, beaucoup de business en ligne ont cartonné, notamment des e-commerce, forcément, parce qu'ils Ouais. ne pouvaient plus acheter, en physique. Toi, ton business, il a bien fonctionné à ce moment-là? Ah oui, oui, ça a dumpé assez fort. Il nous a fallu quelques jours pour nous remettre de cette news et après très vite on s'est dit, «Les boutiques sont fermées, on a un truc à Un faire boulevard, quoi. là» et puis j'ai senti un truc, le premier réflexe quand ça va pas, c'est de couper les budgets et globalement, c'est vrai et je dis pas que globalement c'est une bonne stratégie, mais là, j'ai eu un feeling, je me suis dit: «Nous, on vend en ligne, les autres sont fermés». Oui. Mes plus gros concurrents ont souvent, 30, 40, 50 boutiques. Je vais appuyer et moi j'ai appuyé en marketing, j'ai appuyé en Mmh ads, mh. et cetera et ça a été un carton absolu. Mmh. Mon bureau, alors là, les auditeurs vous voyez pas mais c'est à peu près le bureau de Jackie. Mmh. Je sais pas, ça fait quoi, Oui, il y a un bon 70 mètres, 80 mètres. ouais, allez 50-60 carrés. Ouais. C'est devenu, mon bureau, on a retiré les ordis, c'est devenu un centre logistique, quoi. Les salles de réunion, c'était devenu Ouais, stock temporaire, ouais. ça a été la folie, Vous a folie. Ouais, vous arriviez à avoir du stock justement? Parce qu'il y a eu des problèmes de Mais oui! logistique et Non, de c'était génial parce qu'en fait, comme les boutiques étaient fermées et ben, ah! les marques, elles avaient tout le stock, Ouais. chez elles et parfois, on récupérait même des invendus de boutiques Oui. pour faire des promos sur le Ouais. site et l'année du covid, je crois que les boutiques ont réouvert le 15 décembre, hyper tardivement Ouais, ouais, et ouais. moi, j'ai fait un chiffre, ce Ouais, Noël-là, c'était ouais. c'était C'est incroyable. Ce ouais. qui a fait beaucoup plus mal, c'est 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 les années d'après, quoi, hein. Oui, oui, oui et puis même les gens voulaient peut-être même plus aller en boutique parce que tu Ils sais, avaient on peur. était tous, voilà, Ouais. incroyable et ouais, donc c'était un peu une année dorée quand même pour vous, Une année, beaucoup de stress oui. parce que tu avais quand même tu savais pas ce qui allait arriver avec le Mmh. covid, tu vois? Mmh. C'était Oui. c'était rude. Ouais. Enfin, je veux dire, on a quand même confiné les gens chez eux. Quand ils y repenses, c'est dingue. Ouais. Mais en termes de business, c'était fou. Il fallait juste, bah, on n'était pas télétravail avant, il a fallu qu'on mette en place, qu'on envoie les ordis, qu'on Mmh. sécurise les Mmh. trucs. C'était bancal, mais je veux dire, on était tellement porté par la Ouais. traction que c'était une Oui, toute oui. petite épine, c'était rien. Ouais, vous aviez su aussi prendre l'opportunité, Ouais, parce qu'il y en complètement. avait une vraie et c'était aussi à toi de En fait, faire ton stock, de débrouiller. c'est ça. Tu as appuyé, sur le Mais mes champignon, tu vois? Sur concurrents la qui avaient corde. un site en ligne, ils ont pas eu en fait,
ce qu'il faut savoir, c'est que mes concurrents, c'est pas concurrents plutôt, mes concurrents, qui sont plutôt retailers, donc c'est-à-dire un site web et plein de boutiques. Et là, le site web, c'est une boutique. Généralement, ça fait le chiffre d'affaires d'une boutique, voire deux, trois, mais pas beaucoup plus en réalité, parce que tu vends bien en boutique physique. Et en fait, eux, ce qu'ils voyaient, c'était toutes les problématiques d'avoir 60 boutiques à fermer, etc. Ils n'ont pas vu. Enfin, c'était assez compliqué pour eux de se dire Oui, attends, on a un c'était truc pas en ligne qui c'était vit. pas leur mindset en fait, tu sais? Ils se disaient pas: «Tiens, on va pouvoir faire Non, des ventes quand ils même se disaient sur plutôt la». c'est la merde, les Oui. boutiques, elles sont fermées. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, ils étaient Ex- focus sur, le stock, comment on le gère, les salaires, les personnes, Exactement. comment. Alors que, avec un peu de débrouillardise, ouais, ils auraient pu capitaliser sur le Mmh. site en ligne. Mmh. Alors, je te rassure, ils l'ont fait juste après, Oui. parce qu'on a été beaucoup observé pendant le Covid. Et notamment, l'un des plus gros confrères que j'ai, puisqu'on avait dit qu'on ne dirait pas concurrent. Tu dit conquérant, donc ça va. Ouais, c'est un- elle nous a regardé, elle a dit ouais, eux, ils sont encore en vie au Covid, et, plus jamais Mmh. je veux subir des boutiques qui ferment. Mmh. Il faut qu'on ait l'équivalent d'un Okara Oui, de oui. l'autre côté. Et donc, ça a donné aussi. Et les marques, elles ont fermé. Elles, il faut voir qu'elles avaient Okara, mais ça leur a pas permis de super bien vivre quand même. Bah oui, Une ils boutique disaient pas. versus peut-être 60, 70, 80. Oui. Je crois qu'il y a un des groupes chez moi qui fait plus de 1000 boutiques à travers le monde. Ah oui, c'est Tu énorme. vois? Et donc, t'imagines tout ça fermé pour quelques sites web ouverts. Et donc, même les marques se sont mises post-Covid à accélérer sur le web et donc à lancer leur propre boutique en ligne. Et pareil, mes confrères donc, a très fortement accéléré. Ils avaient des équipes de 10 personnes. Très rapidement, c'est monté à 20, 30 personnes, quoi. Mmh, mmh. Ouais, c'était, même nous, on l'a vu, post-Covid, tout le monde voulait, refaire leur site web, leur Là où- e-commerce. Ils avaient compris qu'effectivement, s'il y avait un souci, comme on a eu au niveau, du confinement, ils pourraient continuer à faire du business, en tout cas en ligne. Ouais. Et ouais, c'est une époque, je dis une époque, c'était quelques années. Ouais, c'était pas si loin de nous. Ça C'était nous pas si semble loin de loin, mais. nous et c'était, ouais, il fallait savoir s'adapter, quoi. Ouais, Il fallait ouais, ouais. savoir s'adapter. C'était pas si simple que ça, pour tout le monde en tout cas. Et donc à ce moment-là, après Covid, alors tu me dis que ça a été un peu plus difficile parce que tes concurrents se lancent Alors, sérieusement, on va dire, sur le web et toi, il c'est y une a concurrence il y a plein de phénomènes en fait qui s'entrecroisent. Déjà, il y a la réouverture des boutiques et ça donne un élan de resociabilisation aux gens. Et ils ont envie de ressortir, revoir leurs primeurs, retourner dans les magasins, revivre. On les a privés de cette liberté. Et tu sais qu'en France, c'est important pour nous, les libertés. Donc, une baisse globale d'activité sur le web pour l'e-commerce, assez grosse, versus une augmentation des sites web de création de petits sites. Tu vois, pendant le Covid, il y a un mec qui a été très smart, c'est Toby de chez Shopify, OK. qui pendant tout, on était tous confinés, a lancé des pubs en prime time, Shopify, montez votre site, Mmh. tu vois. Et donc, ça a donné aussi plein de vocations à plein de dropshippers, mais aussi des marques de se lancer, à faire des bijoux. Mine de rien, même si c'était pas le même positionnement, la requête bac diamant, que ce soit du synthétique, pas du synthétique, du Swarovski, pas du Swarovski, ça crée de la concurrence. Les marques en direct, qui allent remonter sur marque. Avant, moi, je remontais tranquillement sur modèle plus marque ou montre plus marque. Ça a changé. Maintenant, c'est elles qui reprennent Bah oui. solide. Ouais, ouais. Mes confrères qui ont appuyé fort. Et un petit peu plus tard, tu as eu aussi un changement algorithmique pour Google qui a été en faveur plutôt de la notoriété. Mmh. Et donc, qui a une meilleure notoriété que la marque en direct Mmh. ou un acteur qui est hégémonique avec 150 boutiques en France. Mmh. Donc, ça a redistribué un petit peu les cartes. Et ça a été, cette fois-ci, un peu plus compliqué de faire de la D'accord. croissance. OK. Et justement là, depuis ces années Covid, au niveau du chiffre d'affaires, ça fait comment vous êtes en décroissance, en croissance? Alors, on n'est pas en décroissance, mais on n'est pas non plus en croissance. Donc, OK, on est stable. plutôt stable, qui est plutôt une assez bonne nouvelle quand on voit Bien sûr. les chiffres de la FEVAD. Et puis, alors, il y a les chiffres d'affaires et puis il y a aussi la réalité, parce que Ah oui, c'est pas toujours oui. la réalité. Mais donc, on n'est pas en décroissance. Par contre, ça te donne une opportunité. C'est-à-dire que quand tu as moins de croissance, quand tu as moins d'activité, quand tu es moins dans le rush, Mmh. ça te permet, un, de structurer mieux ta boîte, et deux, d'aller au-delà de la structure, c'est-à-dire de regarder tous les process et de voir là où ça bloque et d'apporter des solutions. Mmh. Et trois, d'aller chercher la rentabilité puisque tu n'es plus dans la course de faire toujours plus de C'est ça. croissance. Oui, parce que tu investis dans la com, tu investis dans plein de trucs, tu dis: «Vas-y, l'année prochaine, on fait plus 10, plus 20, plus 30». Et c'est vrai que ça nécessite beaucoup de ressources. Exactement, exactement. Et puis, récemment, là, on a décidé de prendre un petit peu alors, c'était
j'étais un petit peu à l'origine de ce move qu'on va faire. Et c'est assez marrant parce que quand on m'entend passer dans les podcasts, j'aime bien raconter qu'on est pure player et qu'on n'a pas besoin de magasin. Et là, je fais l'inverse, c'est-à-dire que j'anticipe le fait que ça va être dur de vendre en ligne dans les prochaines années, notamment avec les marketplaces qui vont devenir de plus en plus hégémoniques. Elles sont déjà en Chine, 8 achats sur 10 en Chine, plus de 52% aux US, et on est encore en dessous en France. Mais il n'y a pas de raison, tout est cyclique et tout finit chez nous. Donc, il n'y a pas de raison que les marketplaces continuent à être aussi basses. Elles vont continuer à monter. Amazon fait du super boulot pour ça, même si ça ne me plaît pas. Donc, il y a les achats in-app maintenant, directement TikTok Shop. Là, c'est des produits à 20 balles, 30 balles qui se vendent sur TikTok Shop. Mais demain, ça va être 70, 80, 100, 300. Et les LLM, on voit qu'au bout de bruit qui est fait, OpenAI plus Shopify. C'est ça. Donc, on peut imaginer aussi que dans le futur, l'e-commerce devienne... La consommation, enfin en tout cas la façon de commander et d'acheter ton produit peut changer assez rapidement. On peut imaginer que dans 5 ans, avoir un site e-commerce, c'est juste avoir un orchestrateur de commandes et que les ventes sont faites ailleurs. C'est pas complètement idiot de le penser en tout cas. Et dans cette optique-là, je me dis toujours, Okara, c'est grave rentable parce que les clients ils viennent chez moi et que je les fidélise chez moi et que j'en tire parti parce que je suis pas sur la marketplace, pour des raisons SEO principalement, mais aussi de modèle économique. Je vends pas à travers TikTok Shop parce que pour l'instant mes produits ne rentrent pas dans le cadre. Mais demain, quand tout ça va aller, je vais perdre énormément de marge. Or, moi, je suis distributeur, j'achète pour revendre. Il faut quand même que je sois hyper héroïste. Donc, quel est le futur si jamais j'ai des intermédiaires dans tous les sens? C'est peut-être justement d'aller vers des boutiques. Il ne faut pas oublier que 8 achats sur 10 sont effectués en boutique physique. Et quand je dis 8 sur 10, c'est-à-dire que j'enlève même la partie alimentaire qui est quasiment 99%. Donc ça veut dire que moi, ma progression, elle est à aller chercher des boutiques. D'autres leviers de croissance encore. Exactement. Quoi. Voilà. Et donc j'ai pas honte de dire que de pure player, je vais passer à retailer. J'aimais bien l'utiliser en communication parce que ça faisait le mec un peu arrogant qui n'a pas toutes les contraintes de ses concurrents. Et justement, nous, on doit être assez smart pour avoir... parce que le retail, j'ai beau dire, c'est 8 achats sur 10. Quand on regarde les infos, avec toutes les chaînes qui ferment, c'est aussi un risque énorme. Donc, il faut le faire de manière smart. C'est pas les mêmes charges, tout à fait. Oui. C'est pas tout à fait les mêmes charges. Mais comme tu démarres, entre guillemets, sur cette verticale-là, ça te permet, tu sauras être agile justement par rapport à tes confrères qui, eux, ont déjà beaucoup de boutiques dans toute la France. C'est ça. Ou certains peut-être un peu moins, mais ils peuvent peut-être pas se permettre de fermer ceux qui sont le moins rentables. Et toi, ça permet d'étudier quelles sont les villes les plus rentables, les spots les plus rentables. Et puis c'est bien d'arriver après. Souvent, moi, j'aime bien. Mais bien sûr. Je suis d'accord. Aujourd'hui, on parle d'omnicanalité. Quand tu fais un achat sur 2 en magasin, tu te rends compte que c'est pas câblé avec le web, c'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes promos, c'est pas les mêmes points de feed. Nous, en faisant l'inverse, c'est-à-dire en étant d'abord un site web qui ouvre des boutiques, nous, de base, notre boutique, les prix sont les mêmes en ligne que dans les vitrines. Tu peux utiliser tes points de feed en ligne ou en boutique, les promos, c'est les mêmes. Et si une fois elle n'est pas affichée, tu le demandes au vendeur ou à la vendeuse chez nous, et bien sûr, on s'aligne. Donc, je pense qu'on a un côté, comme tu l'as dit, très agile, qui permettra, je l'espère, encore de nombreuses années d'être rentable à chaque ouverture de boutique et que ce ne soit pas une des contraintes, comme ça l'est aujourd'hui pour certains retailers. J'ai une question pour toi, une dernière question, parce qu'on arrive à l'heure d'enregistrement, sur ces belles paroles. J'aurais aimé savoir si tu avais un conseil à te donner à toi-même, au Greg d'il y a, quand tu as démarré, il y a plus de 20 ans maintenant, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Alors, je te prends de court parce que je t'ai pas posé la question. Tu vois. Elle est compliquée et en même temps, je suis pas sûr d'avoir envie d'y répondre parce que je suis content de là où je suis. Non, bien sûr. Tu vois, ça t'aurait pu mieux faire peut-être. Mais parce que tu vois, si je vais dans ton sens, c'est-à-dire que si je me donnais un conseil, aurait sûrement modifié la trajectoire dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc, ces questions de qu'est-ce que tu dirais à ton père, qu'est-ce que tu dirais, je pense que je ne ferai pas l'erreur de dire quelque chose parce que je suis très content de ma vie et de là où je suis arrivé. Et des erreurs que j'ai faites aussi, puisqu'on a parlé que de trucs positifs, mais j'ai fait plein de conneries aussi. Par contre, tu vois, on en parlait ce midi, ça. J'aurais dû commencer plutôt un personal branding. Parce que ça a apporté beaucoup à Okara. À chaque fois que je viens discuter avec des entrepreneurs comme toi aujourd'hui, c'est le profil de Grégory Perrin qui intéresse, mais c'est aussi l'histoire d'Okara. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas Okara, parce que quand tu es héroïste et que tu vis du search, c'est-à-dire que c'est que lorsque... Voilà,
que quand ils cherchent quelque chose, que quand ils ont besoin. Et donc, Montre homme, bijoux femme, exactement, montre automatique. Donc je lui dirais, fais plus de personal branding et emmène tes salariés avec toi, emmène tes équipes, emmène aussi tes associés, force-les à, voilà, à faire ce jeu qui est incroyable pour l'image, mais qui est incroyable aussi pour le réseau. Ça t'ouvre des opportunités. Parfois, il y a des marques qui disent, ah, vous êtes bien bon sur LinkedIn, j'ai vu le gars là, c'est bien ce qu'il fait, ok, on y va. Donc, ouais, tu vois, à la rigueur, s'il y avait un petit truc, je dirais, Mmh. travailler son personal branding, travailler son, même si LinkedIn a des mauvais côtés, ou même, mais il y en a d'autres réseaux sociaux, Instagram, X, ouais, il faut pas hésiter, il faut y aller, montrer ce qu'on fait, partager aussi. Ça, c'est un hyper gros conseil. Des fois, on se dit, quand j'ai commencé le SEO, c'était hyper, on cache ce qu'on fait, nos techniques, on le dit à personne, et en réalité, on le sait. Maintenant, avec de l'expérience, on peut voir tout ce qu'on a envie de voir sur un autre site. On sait décloquer, on sait désobfusquer, on connaît les stratégies, on peut les étudier assez facilement. Ça sert à rien de cacher. Autant être ouvert Oui, et partager. partager. Et ça peut peut-être aider un gars qui en a besoin, qui te le rendra au centuple plus tard. On le voit, Voilà. hein, on le voit on le voit en tout cas quand on partage, on échange, que ce soit en technique, en SEO ou même en entrepreneuriat. En échange, ça peut changer des carrières, des trajectoires et au final, la personne en fait, elle est reconnaissante ou pas, hein, peu importe. Mais à un moment donné, tu sais, les chemins peuvent se recroiser. Bien sûr. J'ai beaucoup partagé, dans l'univers du SEO à un moment donné. Je répondais à toutes les questions, on venait me poser des questions, je répondais et les gens en fait après ils se sentent, bah, ils sont contents et puis ils peuvent après derrière, bah, revenir vers toi, quoi. Bien sûr. Donc, c'est ça Ouais, qui ouais. est cool. OK. Est-ce que tu aurais, un conseil à donner du coup à l'audience? Qu'est-ce que tu, par rapport à tout ce qu'on s'est dit jusque-là, c'est quoi s'il y avait une chose à retenir, ce serait quoi? C'était, alors on l'a peut-être pas fait transpirer, dans cet épisode, mais bien sûr, quand je raconte l'histoire de Cara, c'est des succès, mais je t'en ai parlé dans la voiture, j'ai quand même fait des erreurs, parfois stratégiques sur des choix de produits, sur des choix de gamme à lancer qui ont été coûteuses pour la société. Il y a pas de succès sans tester des choses et sans faire des erreurs. Il faut pas avoir Ah bah, peur. ouais. Enfin, je sais que c'est un peu bateau, mais Non, c'est pas bateau. mais En fait, si on teste c'est pas pas des choses, on naturel. prend pas le risque. Mmh. Et aussi la R&D, Ouais. tu vois? De tester des choses, Ouais. bah, on reste moyen, Oui, oui. et en restant moyen, on sort pas du lot. Il y a Oui. qu'en sortant du lot qu'on arrive à devenir un bon entrepreneur et à d'avoir une belle boîte, quoi. Et tu as tout à fait raison parce que, on le voit pas beaucoup. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit nous, c'est les réussites. Tu Ouais, sais? On parle de réussite. Je fais tant de chiffre d'affaires, on est tant dans la boîte, on a fait de la croissance, on a fait de l'acquisition. Mais on ne parle pas forcément de tous les échecs qu'il y a derrière. bien Comme on sûr, parlait tout à l'heure, tu as peut-être 9 échecs pour une réussite bien finalement, sûr. au moins, Ouais, peut-être même c'est beaucoup plus, ouais. si ce n'est plus. Et c'est hyper important justement d'avoir des échecs. Plus tu vas avoir d'échecs, plus tu risques d'avoir de réussites aussi, quoi. Ouais, ouais, Bah, merci beaucoup Grégory, merci avec beaucoup plaisir. d'être, passé chez nous, et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre, un like, si vous avez, apprécié la vidéo. Ciao Jackie. Salut!